Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, l'impasse politique interpelle les acteurs de la société civile en Guinée. Il se fixe pour objectif de relancer le dialogue entre pouvoir et opposition divisé sur le calendrier électoral. Commémoration du 70e anniversaire du massacre de Sétif en Algérie. À cette occasion, un hommage est actuellement rendu aux milliers de personnes tuées sous la colonisation française en 1945. Et puis, les entreprises de sérigraphie profitent de la période électorale au Togo. Les candidats font de plus en plus appel à ces dernières pour élaborer leur support de communication. Le dialogue entre pouvoir et opposition est-il relancé en Guinée? Une délégation du gouvernement a rencontré ce dimanche l'ancien Premier ministre et chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. La délégation était conduite par le ministre de la Justice, Cheikh Sako, chargé du dialogue avec l'opposition. À noter que cette rencontre est intervenue à la veille d'une nouvelle manifestation pour exiger l'annulation du calendrier électoral. Et face à la crispation du climat politique marqué par ce bras de fer entre pouvoir et opposition, les acteurs de la société civile tirent la sonnette d'alarme. Ils se donnent pour objectif de relancer le dialogue entre les deux parties pour éviter tout embrasement. Reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant à Conakry. Mobilisation de la société civile pour un dialogue entre les acteurs politiques guinéens. Le principal point d'achoppement de pouvoir et opposition reste le calendrier électoral de la CENI. Il fixe l'élection présidentielle au 11 octobre prochain et les élections locales à mars 2016. L'opposition souhaite l'inverse et exige avant toute négociation avec le pouvoir l'annulation de ce chronogramme. Un préalable que le gouvernement de Saïd Fofana n'est pas prêt à accepter. La menace d'une nouvelle crise politique dans le pays inquiète la société civile. Une crise similaire a été à l'origine de la chute de la croissance en 2013 et nous connaissons aujourd'hui Ebola qui fait chuter encore la croissance, qui l'a fait passer de 4,5 d'après les prévisions à 2,6. Dans la recherche de solutions de sortie de crise passe d'abord par mettre ensemble les grandes organisations de la société civile autour de la table afin qu'elles puissent parler d'une seule voix. Depuis longtemps, la société civile guinéenne n'avait pas manifesté une telle synergie d'action sur des sujets de préoccupation nationale. Cette mobilisation se fixe pour défi de rapprocher les positions des acteurs politiques pendant que le dialogue semble compromis après l'annonce par le président Alpha Condé à Washington de l'impossibilité d'organiser les élections locales avant 2016. Les leaders de l'opposition menacent de reprendre les manifestations de protestation contre ce calendrier électoral à compter de ce lundi. L'opposition ne fait pas confiance au pouvoir, le pouvoir ne fait pas confiance à l'opposition. Mais à cela s'ajoute un élément fondateur, c'est-à-dire la manipulation de l'opinion publique par des discours politiques ou des prises de position qui n'ont rien à voir avec la situation réelle. Mais ce qui est majeur, on doit arrêter les manifestations de rue pour le moment et donner une dernière chance au dialogue politique. À Conakry, plusieurs citoyens craignent le regain de violence lors des marches annoncées par les opposants au président Alpha Condé. La dernière tenue il y a une semaine a enregistré un mort du côté des manifestants et une dizaine de blessés. Depuis une semaine, plusieurs plateformes de la société civile appellent les acteurs politiques à dialoguer pour aplanir leurs divergences sur le processus électoral. L'UEMOA au chevet du Burkina Faso, des médiateurs des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine entameront dès ce 27 avril une mission de solidarité pour le succès de la transition, le renforcement de la paix et la réconciliation nationale au Burkina Faso. Une mission de 3 jours durant lesquelles les médiateurs de la sous-région s'entretiendront avec le président Michel Kafondo, le premier ministre Yacouba Isaac Zida et le président du Conseil national de transition Mounina Chérif Si. L'Algérie commémore jusqu'à ce 21 avril le 70e anniversaire du massacre de Sétif. Le 8 mai 1945, les populations de cette région manifestaient pour leur droit à l'indépendance. De ces rassemblements sont suivis une des répressions les plus sanglantes de l'histoire coloniale française. Aujourd'hui, l'Algérie veut se souvenir des victimes de cette période douloureuse. Iparatindjaï. L'Algérie commémore jusqu'à ce mardi 21 avril le 70e anniversaire du massacre de Sétif. Le 8 mai 1945, date de la capitulation de l'Allemagne nazie, les populations à Sétif et également en Algérie manifestaient pour leur droit à l'indépendance.
Il s'ensuivit une répression sanglante de l'armée française qui fera des milliers de morts. Cet événement tragique est considéré comme les prémices de la guerre d'indépendance algérienne. En Algérie, les massacres du 8 mai 1945, qui ont touché les villes de Sétif, de Kharrataï également, sont une tache noire de l'histoire coloniale française en Algérie. C'est une journée noire, puisqu'il y a eu des milliers d'Algériens qui ont été massacrés. La plupart, c'était des manifestants pacifiques. C'était des manifestants qui réclamaient l'indépendance de l'Algérie après la victoire des Alliés. Cette réponse violente de l'armée française a un peu éveillé ou renforcé le sentiment nationaliste en Algérie, qui a conduit au déclenchement de la guerre de libération nationale. Quelques années plus tard, c'était en 1954. Pour Seyid Neili, ancien directeur de campagne en France du candidat Ali Benfis, il est important que la France reconnaisse ses erreurs du passé. C'est rendre hommage à toutes ces personnes qui ont été massacrées, parce que le mot est exact, pour les libertés, la libération de l'Algérie. Déjà, c'est déjà une forme de reconnaissance de ces massacres par l'État français, le fait qu'il y ait une présence, et ensuite l'amélioration des relations entre les deux pays, c'est surtout qu'elles soient économiques. C'est par rapport à ça qu'on pourra juger l'amélioration, et en respectant les citoyens algériens qui sont en France. C'est ça qui fera l'amélioration des relations entre les deux pays. Cette année, le secrétaire d'État français chargé des anciens combattants, Jean-Marc Todeschini, s'est rendu en Algérie. Il s'agit de la première participation d'un représentant du gouvernement français aux commémorations de Sétif. Dans l'actualité également, dernière ligne droite avant l'élection présidentielle du 25 avril au Togo. 5 candidats sont en lice, dont le président sortant Faure Gnassingbé qui brigue un 3e mandat pour superviser le déroulement du vote. Une mission d'observation électorale de 100 membres dirigée par Amos Sawyer, ancien président intérimaire du Libéria, a été déployée ce lundi dans le pays par la commission de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Et les entreprises de sérigraphie profitent de cette période électorale. De nombreuses petites et micro-sociétés reçoivent des contrats pour la confection d'accessoires et de gadgets destinés à convaincre les électeurs. Un marché juteux et conjoncturel. Lefty Ouno. En campagne électorale, les candidats sollicitent des services de sérigraphie auprès des décorateurs d'art. Ce service rendu permet aux candidats de communiquer avec l'électorat à travers des casquettes et des t-shirts à effigie. Les peintres, dessinateurs, sérigraphes profitent de cette aubaine pour augmenter leur chiffre d'affaires. Il y a maintenant de travail, les gens viennent nous commander. Bon, on reçoit quand même assez de commandes quand même. Ici au quartier Forever, le promoteur de Natal Décor sacrifie son week-end pour livrer un nombre important de commandes de l'UNIR. Il confirme qu'il y a une augmentation considérable de son chiffre d'affaires en moins de 2 semaines. Pendant les périodes de la campagne, le chiffre d'affaires double que les chiffres précédents. Ça nous fait toujours plaisir parce qu'on n'arrive même pas à dormir. Des fois, on travaille jusqu'au petit matin. Ils impriment environ 4000 voire 5000 casquettes et t-shirts par jour. Pour répondre à la commande des clients, ils se font souvent aider par des élèves ou des étudiants. Ces derniers profitent pour gagner un peu d'argent afin de subvenir à leurs besoins. Pour cette période électorale, j'essaie d'aider M. Jacques afin que je puisse trouver quelque chose pour assumer ou bien survenir à mes besoins sur le campus. Le métier nourrit son homme en campagne électorale. Nonobstant ce rôle, il se voit laissé pour compte après les élections. Il suggère que les acteurs politiques accompagnent davantage ce secteur d'activité. Bacheliers africains à la conquête du monde. Ils sont des milliers chaque année à quitter leur pays pour aller étudier à l'étranger. Le but étant d'obtenir des diplômes internationalement reconnus, gage d'un emploi bien rémunéré. Au Cameroun, par exemple, plus de 22 000 jeunes font ce choix chaque année. Reportage de Narcisse Ndombé, notre correspondant au Cameroun. La jeunesse estudiantine africaine est l'une des plus mobiles de la planète. C'est le constat fait par les experts de l'éducation. Ils estiment qu'environ 6% de cette population étudie dans les universités étrangères. Un taux supérieur à la moyenne mondiale qui est de 2%.
Ce choix, guidé par la recherche d'un meilleur cursus académique reconnu à l'international, est appuyé par de nombreuses structures spécialisées. C'est le cas de Enco Éducation à travers son concept sur la route des meilleures universités du monde. C'est important de privilégier la qualité de l'éducation sur la localisation de cette éducation. Je pense que de manière générale, si vraiment on se focalise sur l'objectif principal de l'éducation, qui est vraiment de former les gens à la vie et de leur offrir l'opportunité après de trouver un travail, c'est important d'aller vers les meilleures institutions. Alors ensuite, où sont les meilleures institutions? Si vous regardez au niveau des universités, d'après le classement de Shanghai, sur les 500 premières universités dans le monde, il n'y en a que 5 qui sont en Afrique. Si parents et étudiants approuvent le passage dans les plus prestigieuses universités du monde, c'est aussi pour que les connaissances acquises servent à développer l'Afrique. En tant que parent, étudier au Cameroun et ensuite aller à l'étranger, c'est la meilleure option. Parce qu'au Cameroun, c'est vrai, il y a des opportunités d'école, mais on a toujours l'impression que les promoteurs sont plus commerçants que éducateurs. C'est bien beau d'y aller fréquenter, mais j'aurais préféré que tous ceux qui y vont reviennent pour apporter ce plus-là dans le pays, dans son pays d'origine ou dans son continent, afin que nous puissions apporter le flambeau africain et camerounais. 300 000 étudiants subsahariens sont régulièrement inscrits dans les universités étrangères. Avec 22 297 pensionnaires, le Cameroun a le 3e plus gros contingent dans un classement dominé par le Nigeria, avec 50 000 étudiants. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.